Les amis, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le mercredi 25 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent début de semaine. Et on va parler aujourd'hui actualité. Encore adoption? Est-ce qu'on va parler de la guerre? Est-ce qu'on va parler de la fin de la guerre, du début de la fin de la guerre, etc., etc. Où on en est actuellement? Notre portefeuille a subi de très grosses pertes sur les altcoins, mais est-ce qu'aujourd'hui on a un essoufflement sur la tendance haussière qu'il y a eu depuis ces derniers jours? On va faire le point ensemble. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous cliquez sur s'abonner tout simplement, likez les vidéos, commentez pour me donner votre avis également, il compte énormément pour moi. J'ai sorti une dernière vidéo sur le serveur Discord pour vous le présenter, pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des coulisses, comment ça se passe avec notre communauté, sur quoi on échange et je vous invite à nous rejoindre. J'espère que vous me suivez ou j'espère que tu me suis, on va se tutoyer. Et bien sûr, j'ai une pépite à te partager à la fin de cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va l'analyser, on va la développer et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est une pépite à garder dans ton wallet. On commence, c'est parti, sur le cessez-le-feu Israël-Iran. Est-ce qu'il y a un cessez-le-feu Israël-Iran? Est-ce que c'est le début de l'affaire? On va checker ça ensemble. Je ne sais pas si tu es au courant, mais sur Instagram, sur TikTok et surtout sur la dernière vidéo YouTube que j'ai partagée ici, je t'ai parlé un petit peu de ce qui se passe et le contexte géopolitique, la guerre, etc. Le bras de fer économique entre Trump et le Moyen-Orient. Est-ce la fin de la guerre? Alors, Trump a partagé, bien sûr, un post en disant, en gros, qu'un cessez-le-feu est désormais en vigueur. Je n'ai pas envie de dire que j'y crois ou que j'y crois pas. Je suis mitigé, d'accord? Après avoir envoyé des missiles de la taille d'un paquebot, le gars, il te dit, c'est bon, l'Iran est venu me parler et il m'a dit qu'ils sont en paix. Pas de souci, pas de problème. Ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Là, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, bon, c'est ce qu'il a dit. Voilà, l'Israël et l'Iran sont venus me voir presque simultanément. Ils m'ont dit, paix. Bon. C'est ce qu'on espère bien sûr, paix entre ces pays. La guerre, pour moi, la guerre en 2025, elle n'a pas lieu d'être. Encore une fois, voilà, c'était en 1900, 1400, 1800, mais en 2025, on ne doit plus faire la guerre. En 2025, on ne doit plus envoyer des missiles. C'est totalement absurde, mais encore une fois, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça je le sais, et je n'ai pas toutes les informations, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Où je veux en venir aujourd'hui, c'est que après, on a eu une vidéo, attention, info ou intox, on a eu une vidéo comme quoi il y aurait 10 missiles balistiques qui auraient été envoyés sur une base américaine au Qatar. Hein. On a la vidéo là actuelle. Bon, je vais te l'épargner, hein, voilà. Et encore une fois, on ne sait pas où se positionner. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a un contexte qui est pas favorable à l'investissement, hein, la guerre, le pétrole qui pourrait augmenter par rapport au détroit d'Ormuz, etc. Donc, si tu n'es pas au courant, je t'invite à checker la vidéo et j'en parle là-dedans. De l'autre côté, on a une politique monétaire qui est stricte du côté de la Fed. Et encore de l'autre côté, forcément, on a les régulateurs hein, sur les cryptos. Donc, ça fait beaucoup d'éléments qui font qu'on a du mal à se développer. Mais de l'autre côté, on est très bullish sur l'adoption. C'est ce qu'on va avancer. Oui, un catalyseur, mais forcément, avant le catalyseur, il y aurait le frein. Et hop, un gros catalyseur. Mais de l'autre côté, on a cette adoption qui est c'est pas un catalyseur, c'est un diesel l'adoption. C'est-à-dire qu'on avance, on avance, on avance, on avance, on fait des grands pas, et on parle là directement d'Ethereum qui s'envole après l'annonce du cessez-le-feu. Donc il y a une annonce bien sûr, Ethereum a cessé le feu. Ethereum s'est envolé après l'annonce du cessez-le-feu. Où je veux en venir? C'est pas parce qu'il y a eu le cessez-le-feu qu'Ethereum s'est envolé, c'est parce qu'il y a de très grosses baleines, hein, des big whales qui continuent d'acheter de l'Ethereum. Là, on parle carrément de plus de 265 millions de dollars d'ETH qui ont été accumulés en quelques jours. Je te rappelle que la capitalisation d'Ethereum, c'est 295 milliards de market cap et on a 265 millions d'ETH en quelques jours qui ont été accumulés. Donc ça fait un faible pourcentage, mais c'est pourcentage quand même. Et parmi les transactions les plus remarquables, une adresse unique a acheté 47 000 ETH, soit plus de 113 millions de dollars en 3 jours à peine. Va savoir pourquoi. Est-ce qu'elle est là pour spéculer et pour vendre sur les 3 000 dollars? Est-ce qu'elle est là pour holder de ETH parce qu'elle aurait des infos qu'on n'a pas encore bien sûr? Qui sait? Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'une personne, une baleine ou plusieurs baleines continuent d'accumuler de l'ETH. À quoi ça sert? Pourquoi je te dis ça? C'est simple. Toi, tu possèdes un Ethereum. Tu as acheté un Ethereum à 2000 dollars par exemple. Aujourd'hui, il est à 2400 dollars. Comment le cours de l'Ethereum pourrait monter? Il faut savoir que le cours de l'Ethereum montera si les gens continuent d'acheter de l'Ethereum. Plus on va acheter de l'Ethereum, plus la capitalisation boursière qui est là, qu'on appelle market cap, va augmenter. Et plus la capitalisation va augmenter si on ne libère pas
trop de tokens. Donc, on est sur une inflation très minime hein, sur Ethereum, mais qui est quasi nulle. Donc, c'est très bien régulé. Ça veut dire qu'on ne libère pas trop de tokens. Donc, ça veut dire que plus on va acheter d'Ethereum et plus toi, ton Ethereum va prendre de la valeur. Donc, tu vas l'acheter à 2000, il va monter à 2004, 2005, 2006, 2007, 3000, etc. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent en crypto. C'est par rapport à forcément les injections de liquidités. Quand on voit des grosses baleines qui injectent, on se dit que nous, si on possède de l'Ethereum, notre Ethereum prendra de la valeur. J'espère que tu me suis bien sûr. Si tu as des questions, pose-moi-les sur YouTube. En dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Actualité suivante. Truth Social passe à l'étape suivante. Une demande officielle pour un ETF Bitcoin Ethereum. Donc on est encore une fois sur le King Donald Trump qui fait une demande officielle. Attention, Donald Trump voudrait peut-être contourner certaines lois hein, concernant la dépose d'ETF. Ça pourrait lui porter préjudice. Attention, hein, c'est peut-être le président, c'est peut-être le King qui envoie des missiles partout, mais il doit se plier aux mêmes règles que tous les gros fonds d'investissement qui ont fait leur dépose d'ETF. Où je veux en venir, c'est que c'est déjà une initiative d'envergure, hein, comme le dit le titre. Hein. Ça veut dire que c'est encore une fois un pas vers l'adoption. On a un fonds d'investissement qui fait une dépose pour que les ETF, pour que l'Ethereum et Bitcoin soient vendus directement à travers le marché traditionnel. Donc, c'est un gros pas du côté crypto vers le marché traditionnel, banque, etc. Donc, c'est tout ce qu'on doit retenir. Après, comment ça se passe oui, ils doivent encore une fois continuer à développer, etc. sur la demande, etc. Ce n'est pas encore accepté. Mais la demande est déjà faite, donc c'est déjà bien. Hein. Après, à voir, je te tiendrai bien sûr au courant. Pour la suite, c'est un très grand pas vers l'adoption. Je vais les enlever au fur et à mesure. Tac, tac, tac. On y va. Le géant Mastercard s'allie à Chainlink pour offrir l'achat de crypto on-chain à 3 milliards d'utilisateurs. Donc, il faut savoir que Mastercard, c'est 3 milliards d'utilisateurs. T'imagines, c'est presque un pourcentage de la planète. Où je veux en venir. Chainlink, c'est un oracle, d'accord? Chainlink, il est là. Chainlink, 14e, capitalisé à 9 milliards de market cap. Chainlink, c'est un oracle. Chainlink, c'est l'acteur majeur de l'adoption de la blockchain. Posséder du Chainlink, c'est soutenir le projet qui visera à développer la blockchain sur le monde institutionnel. Est-ce que je dois répéter cette phrase? Pas du tout, d'accord? Tu dois te plonger dans le projet Chainlink. Oui, ils font pas trop de pub. Oui, c'est pas un même coin. Oui, ça ne surfe pas sur une tendance. Mais Chainlink, c'est une pépite à avoir dans son portefeuille si toi, tu penses que l'adoption continuera d'être croissante et si tu crois que c'est une bulle spéculative, la crypto, oublie ce que je viens de dire, d'accord? Là, je parle uniquement aux personnes qui soutiennent les projets et qui soutiennent aujourd'hui le développement de la blockchain, d'accord? Si tu penses que la crypto, c'est juste Bitcoin et des mêmes coins, je ne te juge pas. Attention, tu as tout à fait le droit de penser ça parce que tu as peut-être investi dans des cryptos qui ont chuté et ça t'a peut-être aussi échaudé, hein, comme on dit. C'est normal, je le conçois, mais tu as le droit aussi de penser que juste Bitcoin serait aussi à travers le temps. Mais si tu penses que les projets crypto peuvent se développer au fil du temps, Chainlink, je t'invite à checker le projet bien sûr. 13 $ aujourd'hui, il a fait un beau regain bien sûr après avoir tapé les 11 $ il y a 3 jours, hein, depuis la dernière chute par rapport au contexte, hein, tu sais. Mais Chainlink est aujourd'hui à 13 $. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une lecture de l'actualité, d'accord? Où je veux en venir, en gros, Mastercard va permettre à ses utilisateurs d'acheter de la crypto via son protocole, d'accord? Deuxième chose, on pourra également passer par Uniswap, d'accord? Donc, où je veux en venir, c'est que si on passe par Chainlink et Uniswap, si Mastercard fait la promotion de Chainlink et d'Uniswap, Uniswap qui est le DEX numéro 1 d'écosystème crypto, d'accord, de l'écosystème Ethereum, forcément que logiquement, Uniswap pourrait aussi prendre de la hauteur par la suite, suite à cette adoption. 7,2 $ pour Uniswap, 4,5 milliards de market cap. Chainlink, Uniswap, je te fais pas de dessin, va checker le projet et fais-moi ton retour en commentaire. C'était tout pour cette actualité. Je trouve que c'était quelque chose de très pertinent pour, encore une fois, l'adoption. Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, prévoit un Bitcoin à 21 millions de dollars d'ici 2046. Le gars, il est fou furieux. Bon, il faut savoir qu'il prévoyait un Bitcoin à 40 millions de dollars l'été dernier. Là, il prévoit un Bitcoin à 21 millions de dollars parce que 21 millions de Bitcoin en circulation, 21 millions de dollars, pourquoi pas. Il faut savoir que MicroStrategy, c'est une entreprise, hein, c'est une entreprise tech qui est cotée sur un des plus gros marchés boursiers au monde, le Nasdaq, d'accord? Et MicroStrategy, leur particularité, c'est qu'ils ont, lui, ce gars, déjà, il a une vision comme quoi Bitcoin pourrait relever l'économie et pourrait soutenir le dollar, d'accord? Et contrer bien sûr l'inflation. Donc en gros, lui, il a une totale
confiance et une conviction dans l'investissement de Bitcoin et continue d'en accumuler. Où je veux en venir? Il en accumule depuis plusieurs années et il a spéculé, il a dit que ça serait aux alentours de 21 millions de dollars. Et là, tu te dis, d'accord, aujourd'hui, Bitcoin, je vais t'ouvrir ça directement. Bitcoin, c'est 106 000 dollars. 21 millions de dollars dans 20 ans, à un moment, il faut arrêter. Faut arrêter, oui, mais quand il était dans mes vagues souvenirs, à même pas 5 000 dollars, même 1 000 dollars, jamais j'aurais cru qu'il allait monter à 100 000 dollars aussi vite. Mais il n'y avait pas d'ETF Bitcoin, les institutions ne s'y intéressaient pas du tout. On était dans l'époque dark web, c'est-à-dire que Bitcoin était associé au trafic de drogue, trafic, etc., parce qu'on pouvait payer en Bitcoin sur le dark web. C'était vraiment la bulle noire. Aujourd'hui, Bitcoin, ça devient de plus en plus démocratisé. Quasiment, je pense, les personnes autour de toi savent ce que c'est Bitcoin. Ouais, Bitcoin, c'est pas une monnaie, on s'en fout. Ils savent ce que c'est Bitcoin. Pour eux, c'est une monnaie, peu importe, mais ils connaissent le mot Bitcoin, d'accord? C'est comme si tu dis Cristiano Ronaldo, on ne va pas te dire que c'est un basketteur. C'est un joueur de foot, mais je ne sais pas où il joue. On s'en fout. Tant que tu sais qui c'est. C'est pareil pour Bitcoin. L'adoption continue au sein déjà des esprits et au sein du développement et de la spéculation qui se cache derrière. Parce que Bitcoin, ce n'est pas un projet. C'est pas un projet. Excuse-moi, c'est un projet, oui, visant à contrer l'inflation monétaire, mais ce n'est pas un projet comme Chainlink qui visera à développer des applications décentralisées, développer des blockchains, etc. C'est une blockchain qui est très très lente et qui a été mise dans une case de réserve de valeur. Donc posséder du Bitcoin, c'est avoir une réserve de valeur qui t'appartient. Où je veux en venir? Michael Saylor le sait très bien. Et en gros, Michael Saylor continue d'acheter du Bitcoin, d'accord? Michael Saylor et MicroStrategy continuent d'acheter du Bitcoin, mais ils ont mis déjà en collatéral des actions de MicroStrategy et ça, c'était très dangereux. C'est un très gros pari de la part de Michael Saylor, mais forcément, il ne faudra pas l'applaudir une fois que Bitcoin sera mis en dollars. Le gars, il croit en Bitcoin depuis le bear market, depuis bien plus longtemps et il continue d'en accumuler. Et c'est ce que je veux te partager. MicroStrategy poursuit ses achats de Bitcoin malgré le conflit Iran-Israël. Elle est là la mentalité de l'investisseur, elle est là la mentalité du gagnant. La mentalité du gagnant en crypto ou dans les investissements, c'est qu'il se dit c'est une opportunité. Je sens l'opportunité. Malheureusement, oui, c'est tragique. La crise du Covid, la guerre en Irak, etc. C'est tragique. C'est tragique. Mais c'est une opportunité. Et je ne dois pas me laisser avoir par mes émotions, mes peurs, mes croyances limitantes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il continue d'acheter pendant que tout le monde a le regard visé vers « Ah, c'est la guerre, ça va peut-être baisser, fuyons les cryptos, fuyons les actifs ». Il s'est dit quoi? Je continue d'acheter parce que j'achète la peur. Et c'est encore une fois bien joué de la part de MicroStrategy. Et là, tu te dis aujourd'hui, même que toi ou tes proches vous voulez vous dire Bitcoin, franchement, 100 000 dollars, c'est trop tard. C'est trop tard. Ceux qui en ont acheté à 15 000, bravo, moi, c'est trop tard. Mais MicroStrategy aujourd'hui continue d'acheter du Bitcoin à 105 000 dollars. Quand on a des gars comme Michael Saylor ou des firmes qui achètent du Bitcoin à 105 000 dollars, pourquoi pas toi? Pourquoi pas acheter 1000 dollars de Bitcoin et les garder? Sache que si tu achètes 1000 dollars de Bitcoin maintenant ou peu importe quand il sera à 100 000 dollars et que tu les gardes, tu seras forcément gagnant sur le temps. C'est peut-être aussi ce sentiment d'inaccomplissement que tu as en te disant ouais, mais tant que je n'ai pas un Bitcoin, ça ne sert à rien. Donc, en gros, en avoir 0,2, ça ne sert à rien. 0,3, 0,4, 0,7, 0,9, ça ne sert à rien. Chasse ça de ta tête. Chasse-moi ça de ta tête, d'accord? Avoir 0,1 Bitcoin, c'est avoir 10% d'un Bitcoin. C'est énorme, d'accord? Et n'oublie pas une chose, ils continuent d'acheter du Bitcoin malgré qu'il soit à 100 000, qu'il soit à 200 000, qu'il soit à 300 000. Ils continueront d'en acheter. Maintenant, le discours est terminé sur Bitcoin. Fais tes propres recherches. Le BNB se positionne comme un actif institutionnel, on y arrive. Donc déjà, le token BNB que tu connais peut-être, que tu penses être associé à la blockchain Binance, pas du tout, d'accord? Le BNB est totalement autonome, c'est une blockchain, d'accord? Layer 1 basée sur l'écosystème Ethereum. Il est né sur Ethereum, mais il est devenu autonome et il a sa propre blockchain. BNB, ça subit pas trop la baisse, 645 dollars, et ça c'est par rapport à sa tokenomie qui est hyper déflationniste. Je t'invite à checker ça. Pose-moi ta question, bien sûr, sur la vidéo ou sur Discord. Je te répondrai avec plaisir. Je pourrais même demander à un membre de notre... j'allais dire un membre de notre association, un membre de notre communauté, de nous faire une analyse complète du BNB, technique et fondamentale pour t'aider. Et je te mettrai le lien, bien sûr, sur mes réseaux. Ça me fera plaisir. Le BNB rentre à l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a une création qui a été nommée Build, un truc comme ça. Attends, je vais te trouver ça.
Build and Build. Donc, il faut savoir que Binance, ça veut dire finance binaire, d'accord? Le lien entre le contexte cryptographique, bien sûr, et le contexte institutionnel, d'accord? Donc, le finance binaire, la finance qui va venir lier les institutions avec le projet cryptographique, d'accord? Donc, ça, déjà, le nom, il veut tout dire. Et ensuite, il y a un projet qui s'appelle Build and Build qui a pour ambition d'acheter du BNB et d'inscrire cet actif en trésorerie. Donc cet actif serait bien sûr coté au Nasdaq. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, une entreprise, un projet qui est coté au Nasdaq avec une réserve en BNB, est-ce que je dois te faire un dessin? Le Nasdaq, c'est mettre en lumière déjà le projet et ensuite se créer une réserve stratégique. Ça fera déjà le lien entre les deux finances et là, ça pourrait faire exploser le prix du BNB. Si ce n'est pas déjà le cas, il va exploser, il sera toujours haussier à travers le temps. BNB est un token hyper déflationniste et c'est encore une fois, un pas vers l'adoption entre la finance décentralisée et le Nasdaq, le SPX, etc. Check le BNB et fais-moi ton retour avec plaisir. Est-ce que le micro se barre en cacahuète? Oui, excusez-moi, petite. Hop. Ok, on continue. Le TF d'Ethereum de BlackRock a le vent en poupe, 750 millions de dollars d'achat d'Ethereum et aucune vente en juin. Est-ce que je dois te développer le titre? Non. On continue d'acheter de l'Ethereum, 750 millions et aucune vente en juin. Ça veut dire que l'argent est toujours là. Certes, ils vont peut-être vendre sur des seuils stratégiques pour acheter plus bas. Ils spéculent comme toi et moi. Eux, ils n'achètent pas un Ethereum, ils achètent 1000 Ethereum, d'accord? Ils s'amusent avec ça. Bref, comme toi, tu achètes un Ethereum à 2000 dollars, tu vas le vendre à 4000 dollars, c'est normal. Aucune vente en juin, ça veut dire que forcément, le projet Ethereum est soutenu. Encore une fois, juste le fait d'avoir BlackRock, un des plus gros fonds des fonds d'investissement au monde et Ethereum dans la même phrase, t'imagines même pas comme c'est déjà une avancée qui fait du bien parce que moi ça fait déjà plusieurs années que je suis sur le marché et de voir déjà ces deux noms dans la même phrase, c'est déjà quelque chose qui me réchauffe le cœur. Est-ce que ça se dit ça? Ça me réchauffe le cœur, ça veut dire que l'adoption continue d'être croissante et il n'y a pas eu de vente en juin, ça veut dire que les cryptos sont toujours actives et peut-être stackées, donc ça veut dire qu'on soutient le projet tout simplement. Encore une fois, on soutient bien sûr les projets malgré le contexte géopolitique. Le Salvador a acheté 240 bitcoins depuis l'accord de non-accumulation signé par le FMI. Eux, c'est vraiment des incorruptibles. Nayib Bukele, c'est vraiment le king, ce gars. Il accumule, je te le rappelle, du bitcoin, du bitcoin, du bitcoin. Le Salvador, que tu connais peut-être de nom, mais que tu ne saurais peut-être pas comment placer sur la carte, le Salvador. Mais ce petit pays continue d'accumuler du bitcoin malgré le fait d'avoir un accord de non-accumulation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit, ça veut juste dire qu'ils ont juste joué avec la loi. Ils ont le droit d'en accumuler, d'accord? Je te rappelle que le FMI, ils sont là pour lui donner des sous pour développer le pays, hein, et ils avaient peur qu'ils utilisent ces sous pour acheter du bitcoin. Non. Hein. Mais le Salvador, pour en revenir à tout ça, prenons exemple, le peuple français, mes amis français, francophones, prenons exemple sur le Salvador qui continue d'acheter du bitcoin même maintenant, d'accord? Il en a acheté à 15 000, il en a acheté à 20 000, 30 000, 45 000, 100 000. Il continue d'acheter du bitcoin. Prenez votre épargne, investissez dans ce qui est, selon vous, le plus gros levier spéculatif, d'accord? J'ai longtemps attendu d'attendre, parce que c'est une phrase ça. J'ai longtemps attendu d'avoir 150 000, 200 000 euros pour me dire, le jour où j'ai 200 000 euros, j'achète un appartement et je le mets en location. Attention, je respecte totalement l'achat locatif. Je le respecte totalement parce que c'est quelque chose qui fonctionnera toujours au fil du temps. Mais avec mon ancien petit portefeuille, mon ancien petit salaire, comment j'aurais pu développer tout ça en bloquant 200 000 euros avec un crédit par exemple et récolter 500, 600, 700 euros par mois? Il en faut 2, 3, 4, 5, 6. Il faut un début. Il faut un début. Et c'était avant de découvrir vraiment la spéculation autour de la crypto et vraiment le levier qui n'a pas de limite. D'accord? Tu peux mettre 500 euros en crypto, tu le sais, sur un projet qui est bien placé avec une analyse fondamentale, avec une analyse technique. Et tu peux très bien gagner 500 euros dans les prochaines heures, jours, semaines, voire mois. Quand tu sais ça, quand tu maîtrises ça, ben, la voie royale s'ouvre à toi, la liberté s'ouvre à toi. Donc je vous invite à checker bien sûr notre Discord et me suivre sur YouTube. N'hésitez pas pour en savoir plus sur comment développer des compétences pour générer de l'argent et spéculer
et garder cet argent plutôt que d'investir et de se dire, bon, ben, je laisse tomber, on verra dans 10 ans. Non, non, non. Chez nous, on n'attend pas 10 ans pour gagner de l'argent. Chez nous, on attend 10 jours, on attend 10 heures, 10 semaines, on verra peut-être, mais déjà 10 heures, c'est beaucoup, d'accord? Et pour des personnes qui sont sur le Discord, vous le voyez, on encaisse, on encaisse. Guerre, pas guerre, bear market, bull run, on encaisse et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en crypto avec des méthodes. Parenthèse terminée. Petite parenthèse sur le Texas. Hein. Voilà, 10 millions de dollars en Bitcoin qui représente un faible pourcentage du budget du Texas, mais 10 millions de dollars en Bitcoin, une réserve de stratégique qui se crée en Bitcoin. Tout simplement, je n'avais pas besoin d'en dire plus. Voilà, un État américain continue et commence à se créer une réserve faible, mais une réserve quand même. Ça serait pas beau si un département en France, un département, je sais pas, ça fonctionne pas par État, c'est pas fédéral, mais on va dire, je sais pas moi, la France, tout simplement, on se créerait une réserve. Imaginez que la France ait une réserve de Bitcoin de 10 millions de dollars, mais c'est quand même beaucoup, c'est quand même bien. Pourquoi autant de régulation? Pourquoi arrêter de nous gonfler avec votre euro numérique en pensant que ça va remplacer le Bitcoin? Ils ont développé l'euro numérique, vous le savez pourquoi? Je vous le dis, pour contrer la présence de l'USDT et l'USDC qui prend beaucoup de parts de marché. Ils ont décidé de faire leur propre euro numérique pour nous mettre dans leur bulle, hein, dans leur petite cage à poules là, et en disant voilà, voici votre euro numérique, voici votre crypto, d'accord? Ne faites pas confiance aux Américains, nous sommes là pour vous, on va vous tracer, on va vous mettre une puce sur la tête, on saura tout ce que vous faites. L'euro numérique ne sera pas basé sur une blockchain, d'accord? Donc peu importe ce qu'ils vont se dire, ils vont avoir le total contrôle sur tout ça et c'est tragique. C'est tragique, d'accord? Si tu ne sais pas ce que c'est l'euro numérique, je t'invite à checker ça. Je te ferai peut-être une vidéo sur ça pour te renseigner, d'accord? En totale transparence, d'accord? Je ne prendrai pas bien sûr le côté investisseur crypto ou quoi, mais j'aimerais te faire aussi une vidéo en totale transparence sur tout ça, que tu aies bien sûr de quoi porter ton propre jugement, d'accord? Donc, parenthèse terminée sur ça. La pépite selon moi, j'en ai déjà parlé, mais là on parle d'une pépite, non pas graphiquement parlant, mais je te parle d'une pépite avec une projection, un nouveau consensus qui va se développer qui pourrait faire que Celestia, selon moi, serait une méga pépite du futur. Pourquoi? Déjà, Celestia, c'est quoi? Celestia, c'est une blockchain modulaire, d'accord? À la différence d'Ethereum, qui est une blockchain, ce qu'on appelle monolithique, d'accord? J'ai pas envie de dire que Ethereum, c'est une ancienne blockchain, etc., vestige, mais c'est une blockchain monolithique. Celestia fait partie des blockchains modulaires, des blockchains qui sont en développement, qui sont un peu plus futuristes, d'accord? Donc, quelle est la différence entre Celestia et Ethereum? C'est que Celestia, déjà, déjà, je vais te dire ce que c'est. Celestia, c'est un token qui est sur l'écosystème Cosmos, d'accord? Je vais te le présenter avant d'aller sur la présentation. Je vais aller sur Celestia TIA, 1,1 milliard de dollars. C'est une blockchain qui a été... il y a eu une grosse hype, d'accord, depuis novembre. On est monté jusqu'à 20 dollars, d'accord? On avait fait un x10. Et depuis, moins 90% sur le token. Et là, tu vas peut-être te dire, ok, c'est un projet, c'est nul, ça va à la poubelle. Pourquoi? Parce que Celestia est inflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire inflationniste? Ben, pense à ton euro, à ton billet d'euro. Il est inflationniste, c'est-à-dire que tu as un billet et de l'autre côté, on continue d'en imprimer. On imprime, on imprime, on imprime. Qu'est-ce qui se passe? On imprime de plus en plus de billets. Donc, plus on imprime de billets, la loi de l'offre et de la demande s'applique. Donc, il y a de plus en plus d'offres et moins en moins de demandes. Le prix du billet restera toujours à 50 euros, mais la valeur du billet baissera parce qu'il y en a de plus en plus. Fais référence avec les montres de luxe, d'accord? J'ai une montre Patek, je ne sais pas, les montres de luxe de fou furieux, là, tu sais, Audemars Piguet, il n'y en a que 10 dans le monde, d'accord? S'il n'y en a que 10 dans le monde, forcément, ben, la loi de l'offre et de la demande s'applique. Il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup d'offres. Le prix de la montre vaudra des centaines de milliers de dollars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un actif déflationniste. La montre est déflationniste et les billets de banque sont inflationnistes parce qu'il y en a de plus en plus et de moins en moins rare. Tout ce qui est de moins en moins rare perd de la valeur. Tout ce qui est de plus en plus rare prend de la valeur. Est-ce que tu me suis? J'espère que tu me suis. Celestia est inflationniste à hauteur d'environ 5% à l'année. D'accord? Ça veut dire qu'on n'en imprime pas, mais on en crée de plus en plus. C'est ce qui justifie peut-être la baisse du token. En plus de ça, les récompenses d'airdrop. Où je veux en venir? Déjà, pour commencer, la différence entre Celestia et Ethereum, c'est qu'elle se concentre sur deux choses. Le consensus et la disponibilité des données, bien sûr, contrairement à Ethereum, qui se concentre bien sûr sur différentes couches de validation. Elle a 3 couches de validation, Celestia en a juste 2. Et en plus de ça, c'est un Layer 1, donc les Layer 2 vont pouvoir se développer davantage sur Celestia. Et deuxième chose, ou troisième, quatrième chose, peu importe,
qui est très importante, c'est que Celestia a pour objectif de rendre autonomes les blockchains, que les blockchains ne dépendent pas d'un écosystème défini, Solana, Ethereum, Cosmos, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la blockchain modulaire, c'est la première blockchain modulaire et c'est pour ça qu'on est très bullish dessus. Et de 2, de 3, de 4, c'est que vu que les blockchains ne vont plus dépendre d'un écosystème distinct, elles seront beaucoup plus scalables. Ça veut dire que leur délai de traitement des données sera beaucoup plus rapide. Les frais de transaction seront de plus en plus bas parce que dans une blockchain, plus elle va vite, et moins ça coûte cher en frais de transaction. Big up à toutes les personnes qui investissent en crypto et qui savent ce que c'est d'investir en DeFi. Et plus une blockchain est lente, et congestionné comme Ethereum quand il y a une altcoin season par exemple, plus les frais de transaction sont chers. Et moi j'ai déjà eu des frais de transaction sur Ethereum allant jusqu'à 200 $ la transaction lors de la dernière altcoin season. Et c'est pour ça que Bitcoin à la base avait été créé pour être une blockchain pour faire des échanges de monnaie. On a clairement vu que c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on s'est dit ok, Bitcoin reste dans ta réserve de valeur et on ne va pas t'utiliser mais on va juste spéculer sur ton dos. D'accord? Celestia a une vraie utilité, d'accord? Ça c'est fait. De 2, il y a une inflation du jeton qui pose problème, on vient d'en parler. Et où je voulais en venir, le CEO de Celestia voudrait un nouveau consensus, Proof of Governance. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est en Proof of Stake, c'est-à-dire que les validateurs stackent, les validateurs qui possèdent un certain nombre de Celestia, stackent des Celestia pour contribuer au développement de la blockchain, la sécurité, le traitement des données, etc., la validation des blocs. Ça, si tu ne suis pas, tape POS, Proof of Stake dans Google, ChatGPT, il t'expliquera ça rapidement. Si tu as des questions, bien sûr, on est sur Discord. Où je vais en venir, le Proof of Governance va venir changer la donne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu as du Celestia, tu subis l'inflation à 5% par an. Donc forcément, ton Celestia perd de la valeur. Il faut le stacker pour contrer l'inflation. C'est un petit peu comme l'épargne en banque. Tu épargnes tes euros, on te donne des taux d'intérêt pour contrer l'inflation monétaire, l'inflation de l'euro. Là, c'est pareil. Donc moi, je stack mes Celestia. Où je veux en venir? La Proof of Governance, c'est une conclusion naturelle des produits dérivés. Elle va réduire l'émission d'un facteur de 5% à 0,25%. Où je veux en venir, ce qui est très important, c'est pour ça que Celestia est une pépite. Écoute-moi bien, on va passer de 5% à 0,25% d'inflation. On va faire moins 20, facteur 20, donc 20 fois moins d'inflation sur le token. Le token passera à 0,25%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Celestia, tiens, tu vas sur tokenomist.ai, tu tapes Celestia, tu vois qu'on libère du token. On en libère depuis le 30 octobre de l'année dernière environ presque 1 million par jour. D'accord? Donc c'est beaucoup. Et on en libère. Tu vois que là, plus tu vois que ça monte et plus la libération continue. Et on viendra bien sûr à stabiliser l'inflation aux alentours de 2027. Ça, c'est si on reste sur l'ancien consensus. Mais si un nouveau consensus se met en place, l'inflation va directement s'arrêter. Mais il n'y aura plus d'avantage à stacker Celestia parce que moi je stack du Celestia et je gagne des récompenses tous les jours. D'accord? Donc il n'y aura plus d'avantage à stacker du Celestia. Où je veux en venir, c'est que si on contre l'inflation du Celestia, si Celestia continue de développer son projet, que les blockchains modulaires continuent de développer et les applications décentralisées continuent de faire confiance au protocole et qu'elles continuent de connecter les blockchains entre elles, etc., que les blockchains soient de plus en plus indépendantes, on a un projet qui est innovant, qui continue de gagner en crédibilité, on a une inflation qui baisse, donc le token prendra forcément de plus en plus de valeur. Et en gros, holder du Celestia nous garantira forcément, si le projet a un bon petit catalyseur qui booste un petit peu tout ça, parce que la blockchain modulaire, elle a connu une grosse hype l'année dernière, et là maintenant c'est un petit peu plus calme, mais si le catalyseur se met en place, forcément Celestia sera de moins en moins inflationniste et prendra de la valeur, parce qu'on est seulement à 1 milliard de market cap. D'accord? Donc c'est une pépite selon moi, et selon moi encore une fois, les 20 $ seront facilement atteignables. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une pépite court terme que je te partage, c'est une pépite moyen-long terme si le Proof of Governance se met en place. Je t'invite à checker ce post et encore une fois, pose-moi tes questions en commentaire. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. J'espère que cette pépite t'a plu. Là, on est graphiquement parlant sur Celestia, on est sur un bottom qui n'est même pas historique. On est sur un des plus bas sur Celestia. Regarde, en weekly, je baisse.
On est à 1,614 $. Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter, attention, mais c'est tout simplement qu'au niveau du progrès technologique, si on passe sur un Proof of Governance, si, ça sera une avancée, un énorme pas sur Celestia et sur la spéculation qui se cache derrière le token, sans parler de son utilité dans dans l'écosystème. Est-ce que je parle trop vite? Peut-être, oui. Et je t'invite à regarder bien sûr les autres vidéos que j'ai partagées sur les autres projets. Mais 30 minutes déjà, mais le temps passe tellement vite. Incroyable. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, je suis content de te partager cette actualité, de te partager, je le répète, l'analyse technique le lundi. Je fais un point sur toutes les cryptos qui sont sur des supports, des bons points à choper ou des résistances. Le mercredi, aujourd'hui, je te partage l'actualité et je te partage également une pépite. Et le samedi, les cryptos qui ont le plus performé et le moins performé de la semaine. On fait le point ensemble. C'est un petit peu la température du marché crypto. Et n'oublie pas que demain, 19 h, je fais un live. On va parler un petit peu, toujours d'actualité. On va parler un petit peu échange avec les membres. Et je te parlerai un petit peu de ce que je fais, mes stratégies, comment je fais pour gagner en crypto, les erreurs que je fais, parce que je vais te parler bien sûr d'erreurs, mais aussi de gains par la suite. Et pour que tu évites de passer par là, bien sûr. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien le temps de revenir sur les passages que tu n'as pas compris. Demande à GPT ou à Google si tu as des doutes et des questions sur tout ce que j'ai évoqué. Et bien sûr, je suis sur YouTube. N'hésite pas à me laisser ton meilleur commentaire. Ça me soutiendra énormément. Un like. Partage cette vidéo à toutes les personnes aussi qui sont un petit peu perdues en crypto, qui cherchent un guide à suivre. Et moi, je te souhaite encore une fois une excellente journée, un excellent début de semaine. Et on se revoit peut-être sur Discord. Je te mets le lien dans la bio. À très vite. Ciao!